Nous continuons notre voyage Digital 2049, les 25 ans à venir dans le digital, avec un petit pas de côté, grâce à Joachim Macias. Bonjour Joachim. Bonjour Louis. Merci de voyager avec nous, en tout cas de nous aider à voyager. Donc toi Joachim, tu es un peu comme moi, tu as une double activité. Ta première activité, c'est que tu travailles au sein du cabinet de conseil RM, qui est un cabinet de conseil à impact positif. Tu es donc directeur conseil spécialisé sur les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. À ce titre, tu es notamment co-organisateur du forum de l'IA et du forum de la blockchain qui se passe tous les ans, me semble-t-il, à la Maison de la Chimie. C'est ça, Joachim? Absolument. Bon, là, on est plus exactement tous les ans parce qu'il y a eu le Covid ou autre. Donc, mais effectivement, oui, de manière régulière, en tout cas, notamment le forum de l'IA, hein, qui est un des forums les plus importants aujourd'hui par rapport aux évolutions technologiques. Et donc, ta deuxième casquette, alors t'en as plein d'autres, on va dire, ta deuxième casquette principale, c'est que c'est là où on se rejoint tous les deux, c'est que tu es directeur pédagogique du MBA en intelligence artificielle et data innovation, donc au sein de Vinci Executive Education. C'est un MBA, comment je pourrais dire, cousin germain du MBA MCI, sauf que toi, tu ne formes pas des professionnels du marketing digital, tu formes des dirigeants, des managers et futurs managers qui vont implémenter des stratégies IA et data innovation au sein de leur structure. C'est ça, Joachim? Exactement, c'est-à-dire que vous imaginez, vous faites le MCI parce que c'est important de faire le MCI. Vous sortez du MCI, vous allez avoir un poste à responsabilité dans des entreprises où vous avez développé votre propre entreprise et vous voulez en fait avoir beaucoup plus de connaissances, à décrypter un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et bien, vous allez en fait venir au MBA en intelligence artificielle et data innovation qui permet en fait de poser une vision de ce que va être l'IA demain, de qu'est-ce qu'on va en fait pouvoir faire avec cette technologie, mais aussi donc aujourd'hui, c'est-à-dire en gros entre les grands discours et la réalité, quelle est la complexité en fait que l'on va trouver. Pour revenir effectivement à notre Digital 2049, forcément, alors d'autres intervenants, d'autres experts et expertes vont nous le dire, hein, ou nous l'ont déjà dit dans le cadre de cette conférence, l'IA sera omniprésente. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre dans, on va dire, l'évolution de notre société? Je sais que toi, tu es très, très attaché à la notion d'adaptation, à la notion de formation, parce qu'en fait, ce futur souhaitable, hein, désirable, ben, pour pouvoir l'atteindre, ça va quand même nécessiter un certain nombre de prérequis vis-à-vis de nous, les humains. Oui, complètement. Et d'autant qu'on est à l'époque où on commence à parler, ça fait déjà quelques années, hein, mais des systèmes multi-agents intégrant l'intelligence artificielle. Donc, c'est des outils en fait programmés qui vont interagir les uns avec les autres et qui vont permettre en fait de, par exemple, aller regarder comment un bâtiment en fait évolue dans le temps avec des robots, des drones qui vont être capables d'analyser les structures. Et en fait, ces systèmes multi-agents vont permettre de fournir un résultat. C'est un exemple parmi des milliards d'autres. Hein. Typiquement, pour être capable de faire fonctionner ces systèmes multi-agents, il faut être formé. C'est-à-dire qu'il va falloir des gens qui construisent ces outils, pas forcément de manière hyper complexe. Hein. Les outils no-code sont de plus en plus importants. Donc, ça veut dire qu'il y a différents niveaux de formation qui vont être nécessaires. Mais en tout cas, il faut impérativement, comme tu le disais, évidemment, tout le monde va indiquer que l'IA va être partout. Et la plupart du temps, d'ailleurs, là où les gens ne s'y attendent pas, parce que quand on met le mot IA, on s'attend à ce qu'il y ait de l'IA dedans. Mais beaucoup de produits et services aujourd'hui sont basés sur l'intelligence artificielle sans qu'on dise le mot intelligence artificielle. C'est intégré by design, c'est-à-dire à l'intérieur directement de ces produits, de ces services. Donc, mais par contre, il faut être capable de comprendre quels sont les avantages, quelles sont les limites. Quand on forme aujourd'hui, on a l'émergence depuis 2 ans de manière plus forte qu'avant de ce qu'on appelle les IA génératives, ces IA qui sont capables, en fait, on leur pose une question, elles vous répondent, elles vont être capables de créer des images, des vidéos. Là, on a les sorties d'outils comme Sora et d'autres outils qui existaient depuis un certain nombre de mois. Ça change complètement la manière, en fait, d'envisager certains métiers.
Donc, il faut faire évoluer ces métiers, il faut faire évoluer les savoir-faire, le savoir, les compétences pour que tout le monde, la majorité en fait des gens, soient capables de s'en saisir et du coup de ne pas être pris de court dans l'évolution de ces métiers. Et la formation est au cœur de ces enjeux. Et dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing, ça va devenir de plus en plus important. On est à une époque où ces outils, ils ont des grands avantages. Ils permettent d'augmenter les gens, ils permettent d'interagir, de se former quasiment tout seul, mais avec plein de défauts. Ça peut aussi fournir des fausses informations. Et donc, si on a une fausse information et qu'on ne connaît pas le sujet, on ne sait pas en fait qu'on a dans sa tête quelque chose qui est faux. Donc, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient là avec les compétences pour comprendre de quoi on parle. Quand on est dans les enjeux de marketing, les enjeux de communication, on est à une époque où on va avoir aussi toutes les deepfakes. Où aujourd'hui, quand vous regardez sur un Instagram, un TikTok ou quel que soit le réseau social, X par exemple, vous avez de l'information, vous avez des images qui, en tant que telles, vont être soit extraordinaires, mais vous ne savez plus si l'information est vraie ou n'est pas vraie. Je le vois auprès de publics très jeunes, hein, dans ma famille même. C'est-à-dire, quand j'interroge certains nièces ou d'autres personnes, on a en fait des réponses qui sont parfois surprenantes. C'est-à-dire de choses qui sont issues de l'intelligence artificielle, qui nous paraissent évidentes, mais qui, pour ces populations, ne le sont pas du tout. Donc, il y a un niveau d'éducation, de formation à avoir pour être prévenu, pour être capable d'évoluer, pour être capable de se saisir de tous ces outils, parce qu'en fait, il y a des pans entiers dont il faut se saisir. Mais aussi, il y a des enjeux énergétiques considérables. Et donc, là, je mets ma casquette vraiment importante dans la technologie, pas pour tout, pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut que cette technologie soit au service de certaines choses. Et donc, pour qu'elle soit au service de certaines choses, il faut réfléchir la manière dont elle est construite, dont on va la déployer. Et ça, c'est l'un des grands enjeux. Aujourd'hui, les très grands acteurs, les très grandes entreprises savent qu'il y a un problème de fourniture d'énergie au niveau des IA. À un moment donné, on va être aux limites. Il faut des centrales nucléaires. C'est des centres de données qui nécessitent de l'énergie absolument massive. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, il va falloir optimiser un petit peu tout ça, et même très vite, parce qu'on arrive un petit peu aux limites de la fourniture qu'on peut avoir dans ce domaine. Joachim, tu as piloté une étude au sein du pôle Léonard de Vinci donc cette année. Auprès donc des étudiants du pôle. Donc c'était plus de 1000 étudiants, si je ne me trompe pas, 1119 étudiants. Tu étais venu nous la présenter d'ailleurs à l'occasion d'une masterclass du MBMCI. Cette étude montrait l'impact des IA génératifs sur l'utilisation qu'en font les étudiants, mais aussi sur les choix de carrière des étudiants. Quelques chiffres, donc on est en 2024, on n'est pas encore en 2049. Mais donc on avait 92% des étudiants donc de ton panel, de ces 1000 étudiants qui utilisent régulièrement donc les outils de l'IA générative, ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., etc. Et en fait, ce chiffre-là, tu l'as opposé donc aux professionnels de plus de 35 ans qui ont recours aux IA génératives, et là on tombe à 22%. Donc en fait, quand on parle de Gen AI, de génération IA, en fait elle est là. C'est-à-dire que il y a un fossé, on va dire, de 10 ans entre les étudiants qui ont la vingtaine, qui sont en train de se préparer pour arriver sur le marché du travail, et on va dire les trentenaires quadras qui sont déjà effectivement sur le marché. Bon, c'est effectivement mon cas, et en fait qui ont découvert ou découvrent l'IA pendant leur cursus professionnel. Et là, c'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile, Joachim? Alors, c'est plus difficile parce que, par exemple, si je prends les IA génératives, donc comme tu le dis, cette fameuse génération IA, elle va se saisir en fait de ces outils de manière extrêmement fluide, mais parce que ça répond à un de leurs besoins. Ça répond au besoin de dire, tiens, j'ai une rédaction à faire, je dois travailler sur tel sujet, ça me facilite sacrément la tâche. Par contre, je vais être un petit peu plus âgé et je vais voir ces outils, je vais me dire plutôt que ça veut dire que si je les utilise, je ne travaille pas.
Ça veut dire que, en fait, je remplace mon travail par ces outils. Donc, m'en saisir, c'est un vrai travail, en fait, de changement à effectuer. Ça ne veut pas dire qu'on a quand même 22% des personnes qui Oui. s'en saisissent. Et puis, petit à petit, ça évolue. Mais on se rend compte, malgré tout, qu'il va y avoir une espèce de choc des générations qui, avec l'arrivée de ces jeunes dans les entreprises, et je le vois aujourd'hui, où il y a une utilisation qui est naturelle de ces outils. Ça change la manière de travailler, ça change la manière de voir l'interaction qu'on va avoir avec son manager. Et si ce manager ne s'est pas saisi en fait de ces outils, nécessairement, il va penser que ce jeune ne travaille pas, ou alors que du coup, il se simplifie la vie là où il faudrait plus de réflexion. Donc, il va falloir faire évoluer ce mindset pour que ces managers soient capables de comprendre que non, ça ne remplace pas. Il faut simplement avoir des méthodes de travail et il faut que tout le monde s'aligne. Et donc, il faut se former quand on est manager. Si on ne se forme pas, on n'est pas conscient qu'il y a eu ce changement majeur. Parce que tu citais les 92%, mais sur 99% de personnes qui ont utilisé les IA génératives. Donc 92% le font de manière régulière. C'est absolument gigantesque. Ça veut dire que ce sont des outils où, quand on commence à les utiliser, pas juste pour faire des rédactions, dans l'interaction, dans l'apprentissage, dans le coaching, dans l'apprentissage d'une langue, ça a plein d'impacts. C'est très difficile de s'en passer. Et d'ailleurs, l'étude montre, on a posé 150 questions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'étude équivalente sur le marché. On a posé 150 questions, on se rend compte qu'il y a une dépendance à ces technologies. Donc, qu'est-ce que ça signifie aussi? Là, il va falloir faire un travail auprès de ces jeunes. Qu'est-ce que ça signifie quand des outils d'OpenAI, ou si vous utilisez un Claude.ai, si vous utilisez un Perplexity.ai, donc plein d'outils différents, tout d'un coup, ils sont plus disponibles. Certains ne sont plus disponibles. On le voit chez OpenAI, parfois, l'outil n'est plus disponible. Moi qui ai une utilisation très quotidienne en fait de ces outils, tout d'un coup, vous êtes énervé par le fait que ces outils soient plus disponibles. Ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte tous ces points-là pour faire en sorte que ce soit un mix, petit à petit, ce soit un mix. Mais que ces populations exécutives, ces populations managériales s'en saisissent très vite pour comprendre quels sont les enjeux derrière ces technologies. Donc cette étude, elle est disponible bien sûr librement. Vous la trouverez assez facilement, notamment sur le site de Vinci. Il me semble qu'effectivement. Oui, elle s'appelle l'impact des IA génératives sur les étudiants. Et vous mettez 2024, elle est très récente. Qu'est-ce qu'on peut peut-être donner aussi comme clé? Est-ce qu'il faut se former justement au code, aller vers le dev, ou se dire non, mais finalement l'IA va s'en occuper, donc allons ailleurs, Joachim? J'allais dire surtout pas. Surtout pas, parce qu'en fait, la génération de code ou autre, c'est une tâche extrêmement facile, entre guillemets. Générer un vrai programme d'ampleur pour répondre à un besoin dans une grande entreprise de tel ou tel type, ça reste quelque chose de complexe. Mais en tout cas, aujourd'hui, générer du code, ça se fait de manière très facile dans des outils génératifs. GitHub ou autres, vous en avez plein sur le marché qui sont capables de générer, qui sont utilisés aujourd'hui par les équipes de développement, qui ont beaucoup de mal à revenir en arrière. S'il y a un besoin de revenir en arrière, ça devient très compliqué. Mais non, on ne va pas tous devenir ingénieurs, on ne va pas tous devenir des techniciens, pour une raison simple, c'est que même quand on parle de création, si on prend la création d'images, si on prend la création de vidéos, tout le monde n'a pas un esprit créatif. Donc, vous ne pouvez pas, sous prétexte d'avoir un outil qui est capable de vous générer une image, avoir l'idée de la génération de l'image. C'est des profils créatifs, c'est des gens qui ont l'habitude de demander. Ça élargit évidemment le champ, c'est-à-dire des gens qui ont moins de compétences pour utiliser de l'Illustrator, du Photoshop, vont avoir la capacité d'interagir avec l'outil. Donc ce que ça change massivement, c'est l'interaction humain-machine, c'est-à-dire l'interaction avec les logiciels, avec les programmes. Ça enlève l'interface, ça permet de dialoguer pour obtenir un résultat. Il faut être attentif aux résultats. On peut avoir des erreurs, on peut avoir des choses positives, on peut avoir des choses surprenantes. Mais il faut en tout cas utiliser cette interaction. Et donc, on va au contraire valoriser d'autant plus les savoir-faire, les envies des uns et des autres. Après, ce qui est le plus difficile quand on se projette en fait à 2049, c'est que c'est
En fait, on ne sait pas quels seront les métiers qui existeront à cette époque-là. On voit aujourd'hui des évolutions dans les métiers que nous, on traite dans le MBA. On va réfléchir à se dire, oui, mais alors, si je suis comptable, qu'est-ce qui se passe? Si je C'est ça. suis dans des fonctions marketing, qu'est-ce qui se passe? Comment on se projette? Quelle est la vision déjà à 3 ans, déjà à 5 ans, et c'est déjà compliqué. Se projeter plus loin, oui, on peut dire que de toute façon, la technologie, à part, et là c'est des hypothèses, on est dans le cadre de l'hypothèse, parce qu'il peut y avoir des problèmes énergétiques majeurs ou autres, ou des problèmes de dirigeants de pays aussi qui peuvent poser des problèmes sociétaux. Mais en tout cas, on sait que la technologie va être au cœur en fait de cette évolution, pour une raison simple, c'est que la population mondiale, elle augmente. On va être 10 milliards d'ici 2100. On va être 9 milliards d'ici 2050. Ça veut dire que la société est plus complexe, que si vous ne l'automatisez pas, les flux de transport, vous ne pouvez pas les avoir. Vous ne pouvez pas avoir des flux complexes d'avions avec des tableaux Excel. Donc il faut de la technologie derrière et de l'IA qui vont traiter en fait ces flux. Donc quand on se projette dans ces échéances-là, ce qu'il faut voir, c'est la manière dont la société évolue. On sait que le virtuel, les différentes technologies d'immersion vont être assez fortes. Pour une raison simple, c'est qu'on voit, alors le métavers ou autre a posé plein de problèmes parce que c'était lancé trop tôt, parce que ça existe toujours dans l'industrie, le métavers. Il y a encore beaucoup en Asie, on ne le sait pas, mais d'investissement dans ce domaine. Mais c'est trop tôt. On le voit avec le casque, le Vision Pro d'Apple. C'est extraordinaire en termes de technologie, mais c'est trop tôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les usages derrière, donc on se retrouve avec un casque formidable où on peut regarder un film, c'est génial, ou dans des métiers, on peut avoir des usages qui sont plus précis, mais ça arrive un peu trop tôt, ou en tout cas, ça arrive sans qu'on ait réfléchi aux usages. Et donc, dans le temps, ce qui va se produire, c'est qu'on va découvrir un peu ces usages. On va voir que utiliser des lunettes, c'est quand même plus pratique. Puis petit à petit, d'autres technologies arrivent. On va avoir alors là, c'est un énorme problème sociétal, mais qui est intéressant, c'est Neuralink ou d'autres sociétés, parce que c'est pas du tout la seule société qui fait ça, mais avec des implants. Qu'est-ce que ça signifie en fait alors quand on est pour guérir une maladie et faire de l'implantation de puces, de micropuces dans le cerveau, ça pose moins de problèmes. Oui, Mais corriger une audition, une vue défaillante, etc. Ça, on le comprend très bien. Mais exactement. augmenter, Bah, ça devient science-fiction. voilà, ça devient science-fiction, mais ça l'est déjà en fait, parce que on se rend pas compte que ma calculatrice, elle m'augmente. Elle m'augmente déjà. Alors, elle fait pas de moi un super-héros. Par contre, si j'utilise des technologies qui me projettent dans un monde qui est soit le monde réel avec quelques adjonctions, je suis déjà un super-héros. Si on me projette en fait dans un monde complètement virtuel, je deviens aussi un super-héros. Si ça me donne des capacités à voir plus loin, parce que juste en regardant et en me focusant sur quelque chose, ça me permet en fait de zoomer. Aujourd'hui, si je prends une photo et que la photo est parfaitement nette, alors qu'elle ne l'était pas il y a encore 5, 6, 7 ans, c'est que ces technologies nous augmentent, quoi qu'il arrive. Donc, par contre, c'est autre chose, le fait de greffer directement sur une personne, là, ça pose plein de problèmes éthiques. Alors, et on est dans cette fameuse réflexion mondiale qui n'existe pas, qui est émergente, mais qui fait que dans certains pays, il n'y a pas de règles pour ça, ou il y en a très peu. Donc, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des avancées. D'autres, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, vont avoir des réflexions éthiques beaucoup plus poussées et restrictives. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne prend pas du retard sur quelque chose qui va être majeur demain dans une société avec des gens qui vont être augmentés? C'est les fameuses questions complexes de se dire, mais où on se situe dans cette évolution à moyenne échéance, longue échéance? Merci Joachim d'avoir passé ce moment avec nous et nous Plaisir. avoir partagé quelques-unes de tes visions. Alors, on était en mode boule de cristal. Et évidemment, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses, mais c'est un peu aussi le principe de cette projection 25 ans en avant. Merci, à très bientôt et puis bon anniversaire au MCI.